mela, yele tulamela, yele tulamela, yele tulamela, tulama tulamela, yele tulamela, tulama tulamela, yele tulamela. Bienvenue une fois de plus à notre rendez-vous hebdomadaire tous les samedis soirs. Nous sommes ici en Afrique et l'Afrique aujourd'hui est en fête car c'est la fête de la Journée internationale de la femme. Et sur Femmes d'Afrique se veut d'être celle-là qui vous accompagnera durant 1h, 1h30, pourquoi pas, parce que c'est le grand jour de la femme africaine. Et c'est la Journée internationale de la femme. La Journée internationale de la femme est un jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation sans égard par rapport aux divisions de l'OMD. Ça, c'est sans distinction de nationalité. Qu'elle soit camerounaise, qu'elle soit sénégalaise, qu'elle soit ivoirienne, qu'elle soit marocaine, qu'elle soit sud-africaine. C'est aujourd'hui que la femme se met en exergue pour faire un bilan de ce dont elles ont fait durant toute une année. Et nous parlons de l'OMD qui a 8 points. Et ces 8 points seront débattus sur Femmes d'Afrique. Femmes d'Afrique, c'est sur Afrique Média, la chaîne panafricaine. Femmes d'Afrique aujourd'hui célèbre avec bravoure les actes de courage et de détermination que ces femmes ont pu réaliser dans leur communauté, dans leur famille et dans leur pays. Ces femmes dont Femmes d'Afrique reconnaît la qualité, la fabulosité, si vous voulez bien, les dames. Alors, Femmes d'Afrique ce soir vous souhaite encore la bienvenue et vous dit à vous les femmes africaines, bonne fête. Certes, c'est la Journée internationale de la femme, bonne fête. Car nous savons que d'ici 2015, nous allons atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. C'est pourquoi j'ai cette valeureuse dame sur mon plateau et nous attendons, sans plus attendre, Madame Eloko qui sera avec nous. Mais en avant cela, nous avons Madame, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Femmes d'Afrique. Merci de m'avoir invité. D'accord. Madame, nous parlerons ce soir des défis et la réalisation, les défis et réalisations à l'accès pour les objectifs du millénaire et du développement pour les femmes et les jeunes filles africaines. C'est-à-dire jeunes filles du monde, mais nous sommes sur Femmes d'Afrique, nous parlons de la femme africaine. Oui. Alors, qu'attendez-vous par ces objectifs du millénaire et du développement? Vous savez, les Nations Unies ont donné comme date butoir 2015 oui, pour que la femme et la jeune fille connaissent un épanouissement total à partir de la reconnaissance de l'égalité. Et je ne sais pas, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que ça a été atteint en 2014? Je n'en suis pas si sûre. Alors, on parlait en disant en prélude que nous espérons que les femmes africaines sont déjà à la porte des objectifs atteints en 2015. Et vous êtes femme africaine. Je pense que durant toute cette émission, vous allez dérouler votre tapis de femmes africaines, de femmes proviseurs, il faut que j'insiste, et de femmes proviseurs parce qu'on parlait tout à l'heure de l'égalité. Donc, aujourd'hui, vous êtes femme proviseur. Et en plus d'être femme proviseur, vous êtes présidente d'une association des femmes en Afrique. Oui. Alors, nous allons parler de ça. Mais avant que nous puissions parler de ça, je voudrais vous demander quels sont les facteurs, quel est l'accès aux facteurs de production? L'accès aux facteurs de production de l'OMD, pardon. Pour cela, il faut d'abord dépasser certains défis oui, pour atteindre des objectifs prévus. Voilà. Par exemple, il faut reconnaître l'égalité des sexes. Oui. Il faut favoriser l'autonomisation des femmes. Oui. Il faut lutter contre la pauvreté. Il faut assurer une paix durable. Il faudrait que la mortalité maternelle baisse, la mortalité infantile baisse, et ainsi de suite. Et puis, il faut la scolarisation des enfants dès l'école primaire. Mais nous constatons que dans le monde, il y a 115 millions d'enfants qui sont analphabètes. Et les 80% de ce chiffre sont des filles. À 80% de ces chiffres sont des filles. Et vous, en tant que femme, vous déployez cela, vous déplorez cela? Oui, nous déplorons cela, ainsi que les Nations Unies aussi, parce que les Nations Unies veulent que la fille aille à l'école,
les Nations Unies veulent faire finir l'analphabétisation. Oui. Les Nations Unies prônent aussi la fin de l'excision, la fin des mariages forcés, la fin de la polygamie forcée, ainsi de suite. Alors, il faudrait que, si on va aller plus loin, donc ça veut dire que l'ONU Femmes nous emmène, nous parle de 2015. Et vous pensez que l'ONU Femmes en Afrique, parce qu'on parle de l'Organisation des Nations Unies Femmes, alors l'ONU Femmes s'est adressée aux femmes du monde entier en ce jour et nous disent qu'en 2015, nous devons déjà être à la fin des objectifs que nous devions atteindre. Oui. Et vous pensez, ça je reviens encore à la même question, vous pensez que madame, en 2015, les objectifs seront-ils déjà atteints? Je ne pense pas. Dans certains pays, oui, surtout en Afrique du Nord, oui, ça peut être atteint, mais en Afrique subsaharienne, je ne sais pas parce qu'il y a les pesanteurs socio-culturelles dues aux traditions et à la mauvaise interprétation de l'islam, par exemple, et des religions en général. Ok. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'Afrique du Nord, c'est ça que vous disiez tout à l'heure? Oui. Et l'Afrique du Nord, donc vous êtes pour l'égalité hommes et femmes qui a été promulguée dernièrement en Algérie? Oui, en Algérie, mais avant l'Algérie, c'était Souhaib Bourguiba qui avait inscrit dans sa constitution le code de la famille et où il a institué l'égalité. L'égalité. Oui, mais avant de faire ça, il avait invité les différents chefs d'église monothéistes pour qu'on lui explique très bien les textes sacrés. Et alors, quand ils lui ont expliqué, il a compris qu'en fait, c'est une mauvaise interprétation de ces textes sacrés qui font que la femme soit inférieure à l'homme. Et il a promulgué l'égalité des femmes et des hommes. Malheureusement, pendant le printemps arabe, les hommes ont voulu revenir à ça, mais les femmes ont marché et avec le soutien de la France, elles ont eu gain de cause. Alors, nous allons développer, mais quand vous êtes proviseur de lycée, chez nous en Afrique, proviseur de lycée, c'est cette dame ou ce monsieur qui s'occupe de tout un grand établissement scolaire en Afrique. Alors, proviseur de lycée, elle tient les plus jeunes, c'est-à-dire première année, sixième, jusqu'en année de terminale, c'est-à-dire elle prépare pour la grande école qui est l'université. Alors, madame le proviseur, avant que nous entrions dans le sujet, en tant que proviseur de lycée, c'est facile pour vous? Ce n'est pas facile parce que les enseignants sont les fonctionnaires les plus difficiles à gérer. Oui. Parce que très souvent, nous avons le même grade. Ils sont des professeurs de lycée, mais ils tiennent la craie. Mais quand on a de l'âge, ils commencent à vous respecter. Donc, ils sont difficiles, mais étant donné que ce sont des intellectuels, ils comprennent assez vite qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil. Voilà. Alors, quand vous parlez là, c'est de vos collègues professeurs que vous parlez. Parce qu'avant d'être proviseur, vous êtes aussi passé par la craie. Vous avez tenu la craie aussi. J'ai été professeur, surveillante générale, censeur, directrice de CES, collège d'enseignement secondaire, qui s'arrête en troisième et maintenant proviseur d'un grand lycée. Alors, et quelle est la relation entre les élèves et vous en tant que proviseur? Je n'ai pas de relation directe avec les élèves, sauf quand il y a vraiment problème, sauf quand je veux tout contrôler. Ceux qui sont directement en relation avec les élèves, ce sont les enseignants. Ensuite, ce sont les surveillants qui s'occupent de leur discipline, et puis ce sont les censeurs, ensuite le proviseur. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant des causes de la non-scolarisation en Afrique. On dit tantôt que la pauvreté est un facteur très récurrent chez nous en Afrique et qui empêche les parents de pouvoir scolariser leurs enfants. Pourtant, dans certains pays africains, on a la scolarisation gratuite. Avant d'y arriver, avant que nous puissions avoir un élément qui nous viendra de la régie, madame le proviseur, je voudrais que nous puissions nous déterminer quels sont les éléments d'exclusion à la scolarisation. Les éléments d'exclusion à la scolarisation sont d'abord la pauvreté.
La pauvreté parce que avec les différentes crises économiques du monde, beaucoup d'hommes ont perdu leur salaire, étant donné qu'en Afrique, c'est d'abord l'homme qui est le chef de famille et il doit assurer le bien-être de sa famille. Donc, il y a déjà la pauvreté. Ensuite, il y a les femmes qui se débrouillent, mais qui n'ont pas moyen d'accéder au crédit. Parce qu'elles peuvent développer leurs activités, mais elles n'ont pas accès au crédit. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas accès à la terre. Parce qu'elles n'ont pas de garantie. Parce elles n'ont pas accès à quoi? À la terre. À la terre. À la propriété. Voilà. Expliquez aux téléspectateurs, parce que quand vous dites à la terre, la téléspectatrice ne pourra pas comprendre ce que c'est que accès à la terre. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui a acheté son lopin de terre et cultive dessus, si elle veut agrandir son activité, il lui faudra un crédit. Et quand elle va à la banque pour demander un crédit, on lui demande des garanties. Et dans la plupart des pays, la garantie principale, c'est le titre foncier. Donc c'est la même terre dont on demande en garantie. Voilà, on demande le titre foncier pour cette terre qu'elle a déjà achetée. Et dans certains pays, le gouvernement n'encourage pas l'obtention des titres fonciers aux femmes. Et pourtant, les femmes forment la minorité quand même. Je vais donner un exemple. Dans un pays qu'on appelle le Cameroun, à Douala, une bonne partie de cette ville a vu l'interdiction d'établir des titres fonciers à tout le monde, alors que cette partie est une zone rurale. Il s'agit de Douala 5e. Ok. Alors, madame, nous sommes sur Femmes d'Afrique et ça vous parle en tant que proviseur et en tant que, si je ne me trompe pas, en tant que Camerounais. Mais vous savez, Femmes d'Afrique, le Cameroun, c'est une partie de l'Afrique. Et nous pensons que les maux dont vous souffrez sont les mêmes maux que souffrent tous les Africains aujourd'hui. Et avec votre détermination, on va réussir à pallier à cela. Nous demandons à la régie, nous sommes en complicité avec la régie, que la régie puisse nous balancer, pardon, pas balancer, nous donner l'élément parlant de la scolarisation des jeunes filles. Un matin chez les Peuls, une des 60 ethnies du Burkina Faso. Salamata Diallo prépare le petit déjeuner, une bouillie de millet comme tous les matins. Là, c'est Adama Diallo, la mère de Salamata. Traditionnellement, les Peuls sont des nomades, essentiellement des éleveurs de vaches ou de zébus. Mais aujourd'hui, les Peuls se sédentarisent, comme Salamata et sa famille. La jeune Salamata vit avec ses parents, ses frères et ses sœurs, mais aussi les autres membres de la famille, les oncles et les tantes. Chez les Peuls, c'est la coutume, les femmes et les enfants vivent et mangent séparés des hommes. Le père de Salamata est un chef de clan parmi les plus respectés de la région, parce qu'il a une grande famille et surtout un troupeau de bétail important. Mais un défi majeur pour les Peuls reste la scolarisation des enfants. Aujourd'hui encore, il n'y a pas plus de 1% des enfants Peuls qui vont à l'école. Salamata, elle, a de la chance. Comme la moitié de ses frères et sœurs, elle peut se rendre à l'école tous les jours. Il y a quelques années, l'association locale Andal Pinal a construit l'école du berger. Qu'est-ce que les femmes font? Oui. Cette association d'éleveurs a ouvert 3 écoles du berger et propose une éducation de base aux enfants de 9 à 12 ans pour les aider à mieux s'intégrer dans la société burkinabé. L'après-midi, les femmes aident. Grâce à cette école, la mère de Salamata espère que sa fille aura une vie meilleure que la sienne. De mon temps, il n'y avait pas d'école ici. Si j'avais pu, j'aurais aimé aller à l'école. Les enfants doivent aller à l'école.
Les filles aussi. C'est très important. Ce qu'ils y apprennent, c'est pour la vie. Oui. Oui, pour les filles et pour les garçons. C'est très important pour les filles et pour les garçons. Cette école est gratuite. Grâce à l'organisation Enfants du Monde qui soutient les écoles du berger, les enfants apprennent à lire et à écrire. Mais ils reçoivent aussi une instruction pratique en matière d'hygiène, d'alimentation. On leur donne aussi des cours sur les différentes méthodes de culture et d'élevage. Pendant que Salamata est à l'école, sa mère se rend au marché pour y vendre quelques produits. Ce matin, elle a vendu un peu de lait qui lui restait pour 50 centimes seulement. En allant à l'école, Salamata aura, elle, probablement plus de chances de gagner plus tard davantage d'argent que sa mère. Alors nous venons de voir un téléspectateur d'Afrique Média. Vous pouvez réagir aussi par ce numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Alors vous pouvez vraiment réagir. Nous venons de suivre cet élément où une famille au Burkina Faso, les parents de Salamata sont si contents de voir leur jeune fille aller à l'école. Ils ont si bien dit, la maman de Salamata dit, elle aurait bien voulu aller à l'école à son époque. Aujourd'hui, madame le proviseur, qu'est-ce que ça peut vous faire de voir dans un pays du Sahara, du désert, hein, où aujourd'hui la scolarisation est gratuite, où on amène des jeunes filles, vous avez suivi le parent dire qu'elle aurait bien voulu aller à l'école. Quelles sont vos impressions après cet élément? C'est une très bonne chose et c'est pour cela que les pays au sud du Sahara sont en train d'atteindre les objectifs de l'OMD parce que les Nations Unies annonce 80% de taux de scolarisation en Afrique subsaharienne surtout. 80%? 80%. Mais ça, c'est un taux assez élevé. Hein? Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Je crois que les parents commencent à comprendre. Quand ils voient des femmes intervenir à la télévision, des femmes ministres et tout, ils comprennent maintenant que leur fille aussi des femmes proviseurs, j'insiste bien des femmes proviseurs. Moi, j'insiste bien des femmes proviseurs parce que ils sont en train de comprendre que leurs filles aussi peuvent être comme ça. Alors, comment éliminer la disparité entre sexes dans l'administration et surtout dans le niveau de l'enseignement, surtout dans le niveau de l'enseignement? Dans le niveau de l'enseignement, il n'y a pas beaucoup de sexisme parce qu'il est reconnu qu'en enseignement primaire, les femmes sont mieux outillées parce qu'elles sont d'abord des mères, elles savent s'occuper des enfants. Il n'y a pas de problème. Même en enseignement secondaire, les professeurs de lycée femmes sont très nombreuses. En enseignement supérieur, dans les responsabilités, les recteurs d'université et tout, c'est là où ça commence à poser problème, c'est là où le sexisme masculin commence à jouer. Parce qu'on a l'impression que quand une femme commande, ça fait peur aux hommes. On ne sait pas pourquoi. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Penser que la femme, quand elle commande ou quand elle prend les reins, quelles sont les causes? Les causes viennent des textes sacrés. Voilà. C'est ce que j'ai commencé à dire au début. Vous pouvez aller plus loin. Hein? Les causes viennent des textes sacrés parce que je vais vous donner l'exemple d'une sourate du Coran, sourate 2, verset 223, qui compare la femme à un champ de labour et qui dit que les épouses sont pour l'homme un champ de labour. Et il peut y aller labourer quand il veut et comme il veut. Vous voyez déjà que ça met la femme à l'état d'esclave. Et une autre sourate, toujours en islam, qui dit ceci. Le verset 38 de la sourate 4 dit: les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé cela au-dessus de celles-ci, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Et plus loin, ils disent: vous réprimanderez celles dont
vous avez à craindre l'obéissance. C'est-à-dire, si tu soupçonnes que ta femme n'est pas obéissante, tu soupçonnes seulement. Vous les reléguerez dans des lits à part, vous les battrez. Point. Ça veut dire que selon le Coran, les femmes doivent être frappées, battues ou corrigées au choix. Madame le proviseur, je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas une mauvaise interprétation de cette sourate? Mais justement, c'est une mauvaise interprétation. Parce que tout à l'heure, vous parliez au départ, là, vous parliez de l'Algérie qui a eu la parité entre hommes et femmes. La Tunisie, voilà. Sous Bourguiba. Alors, vous disiez tantôt qu'il a réuni tous les grands hommes religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, pour pouvoir, ou juifs, voilà, pour pouvoir emmener. Expliquer très bien. Qu'est-ce que c'est. Alors, quand la femme se trouve face à ces sourates, en tant que femme africaine, comment devrait-elle se comporter? Elle devrait se révolter. Alors vous encouragez la femme à la révolte alors? Mais si elle ne se révolte pas, si elle ne revendique pas, rien ne pourra se passer. Parce qu'on n'acquiert pas le pouvoir, parce que c'est une sorte de pouvoir. On n'acquiert pas le pouvoir sans lutter. On ne vous le donne pas. Ça s'arrache. Donc tant que les femmes continuent tout simplement à se plaindre et tout ça, ça passera parce que les hommes entre eux, ils s'entendent très vite. Mais les femmes, déjà entre elles, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que même quand une femme commande quelque part, ce sont les femmes qu'elle commande qui commencent à lui mettre les bâtons dans les roues. Vous me voyez rire, madame le proviseur, parce que sur ce plateau de Femmes d'Afrique, on a eu plusieurs émissions qui parlaient toujours de la femme, et la femme qui se plaignait de dire qu'elle trouve les difficultés dans tout ce qu'elles font à cause des autres femmes. Et vous le dites aussi avec votre expérience. Oui. Parce que vous savez, la femme a longtemps connu la supériorité de l'homme. Oui. Donc c'est un peu comme la colonisation. Vous savez, avec les colonisés, tout ce qui vient du colonisateur est bon. C'est pareil, femme. Avec les femmes, tout ce que l'homme dit est bon. Mais ce qu'une femme dit, c'est pas bon. C'est très important. Et vous savez que sur le débat panafricain, sur le mérite panafricain, sur l'édition spéciale, les hommes d'Afrique Média sont tout le temps en train de se révolter contre la colonisation et demandent aux colonisés de se révolter. Et sur Femmes d'Afrique, les femmes ont décidé de ne plus rester sans rien faire, de se révolter pour pouvoir acquérir ce dont elles ont le droit d'acquérir. Alors, madame le proviseur, nous allons aller comme ça, demander à la régie encore une fois de plus. Ok. Alors, avant que nous puissions continuer, nous allons demander à monsieur David de la Guinée équatoriale. Allô, bonsoir David. Oui, madame. Allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur David. Oui, je m'appelle depuis la Guinée équatoriale, là. Je voudrais avant toute chose ne pas dire bonne fête aux femmes, vous savez, même si ça peut être mal interprété, parce que j'aime beaucoup les femmes, je les aime comme mes mères, comme mes sœurs, et je suis vraiment indigné qu'on leur donne un jour sur 365. Vraiment, je me sens un peu honteux comme homme, parce que moi, je vous donne les 365 jours de l'année, au même titre que je les réclame moi aussi. Et que je voudrais être supérieur à vous, j'aimerais également que vous fassiez des efforts d'être supérieur à moi quand cela vous est donné et quand cela vous est possible. Je voudrais essayer de dire quelque chose qui peut un peu vêtir certains hommes. Hein. Vous savez, on a toujours tendance à prendre, comme madame a cité tout à l'heure, là, les saintes écritures. Oui. C'est vrai que dans tous les livres sacrés, sauf peut-être la Bible, où les gens ont oublié que quand Dieu a dit que les besoins de la femme seront déversés vers l'homme, mais quand Jésus-Christ est venu pour la restauration de l'humanité, il a dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes ni de femmes. Et d'ailleurs, Dieu avait annoncé cela lorsqu'il a fait de Déborah la juge des hommes. Déborah était une femme mariée, mais qui avait cette autorité, ce pouvoir
devoir de juger les hommes au même titre que les hommes qui étaient des juges. Mais aujourd'hui, on a tendance à minimiser cette œuvre des femmes. Et je veux dire quelque chose aux femmes. Soyez courageuses. Merci. Si on avait donné, si Dieu avait donné, c'est-à-dire que la mission de mettre au monde, je crois que le monde serait déjà arrêté. Parce qu'aucun homme ne peut supporter autant de douleur que la femme. Et figurez-vous que partout où la femme a été à la tête, de quelle que soit la structure, qu'elle soit étatique, qu'elle soit n'importe quoi, vous verrez toujours que cette structure a bien marché et très bien marché. Sauf, évidemment, vous savez, on ne parlerait jamais du général sans parler de quelques cas isolés. Mais la femme a toujours ce besoin de voir le bonheur autour d'elle. Elle est celle qui véhicule le bonheur. Et c'est pourquoi la femme a été d'ailleurs créée. La femme a été créée pour véhiculer le bonheur. Et c'est Alors, merci, Monsieur David. Merci d'avoir intervenu sur ce plateau. Alors, Madame le Proviseur, Monsieur David disait tout à l'heure qu'il est d'accord avec vous, parce que c'est des saintes écritures, que ce soit le Coran, la Bible, qui fait une mauvaise interprétation. Et là, j'ai seulement parlé du Coran. Oui. Je peux dire quelque chose de la Bible. Oui, bien sûr, aussi, madame. parce que Bien vous sûr, savez, la Bible des chrétiens a deux parties. Oui. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui. L'Ancien Testament a été institué à partir de la Torah, Oui. la Bible juive. Oui. Et les hommes disent, puisque ce sont les hommes qui ont assemblé ces textes sacrés, ont écrit. Alors, ils disent que Dieu créa la femme avec une côte d'Adam. Ouais. Moi, je voudrais qu'on me montre un homme qui a un nombre de côtes impair. Père. Et que c'est cette côte-là qui a fabriqué la femme. Et comme Dieu avait interdit qu'on change ces paroles, Oui. ils écrivent quand même plus loin. À la Genèse 5, Oui. de 1 à 5. Oui. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme Il et les la femme. bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Amen. Ça veut dire que Dieu, le premier jour, Oui. enfin le premier ou je ne sais pas quel jour, Le sixième a jour. créé, le sixième jour, a créé l'homme et la femme en même temps. Ça veut, en hébreu, Adam veut dire l'être humain. Ça ne veut pas dire l'homme au masculin, ça veut dire l'être humain. Et là, on a repris plus loin pour corriger cette affaire de côte et tout ça. Ils ont dit Dieu créa l'homme et la femme. Parce que l'homme au départ était une sorte d'hermaphrodite qui avait des caractères masculins et féminins. et des caractères féminins Oui. rassemblés en un seul être qui s'appelait Adam. Et maintenant, Dieu a vu qu'il fallait les séparer. Il les a séparés en masculin et féminin. Oui. Et c'est pour cela que Dieu dit que quand l'homme et la femme se marient, ils redeviennent un seul corps. Voilà. Mais les textes sacrés ont insisté sur la côte de l'homme qui a fabriqué la femme. D'autres poussent même plus loin à dire que c'est la queue de Lucifer qu'un ange passant par là a coupé et c'est ça qui a fabriqué la femme. Pour vous dire comment l'homme considère que la femme est vraiment le diable. Et pourtant, tout est faux. Alors, quand vous dites que la femme est le diable, vraiment, excusez-moi si je suis en train de rire, mais c'est vraiment pas des rires. C'est parce que je vais de surprise en surprise, je vais de surprise en vie. Et je pense que c'est pareil pour vous. Monsieur David disait tout à l'heure, je reviens dessus, disait dans ses propos que il est très très content quand une femme se démarque. Il est très très content quand une femme fait la différence avec un homme. Alors, quand cette femme se démarque dans la société dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes dans les objectifs, et nous voulons que la femme africaine, parce que c'est la femme du monde, mais nous sommes en Afrique, atteigne l'automatisation. on voudrait qu'elle devienne autonome financièrement. Ok. On dirait que la femme africaine atteigne son autonomie financière. Alors, l'autonomie financière dont nous allons parler, de l'agriculture, parce que quand on parle de l'autonomie financière, on parle de l'agriculture. Voilà, de l'agriculture aussi, du commerce et tout ça. Mais l'économie, en fait. Mais avant d'y arriver, nous parlerons de ces mariages forcés
qui ne sont pas encore finis, qui continuent toujours à sévir, où on envoie des jeunes filles dans des mariages précoces. Et vous l'aviez dit au départ, que parlant des objectifs de l'OMD, ça fait partie de ces objectifs où on devait plus parler des mariages précoces. Alors, nous allons dire à la régie, une fois de plus, de nous envoyer cet élément où on a des mariages forcés. You're silly. Thank you so much Hold on, for babe. taking me to Paris. Oh my God! Oh my God! Look at the bride! What? There's a little girl. Look! Oh my God! Oh my God! Girl. Child. Réagissez à ce numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous sommes en train de rire, mais un rire, comme disait madame le proviseur, ils n'ont même pas honte. Vous voyez comme moi que c'est un jeune couple qui était dans un parc en face du mairie, en train de s'amuser, en train de rigoler. Et subitement, ils voient un jeune couple qui sort de la mairie. La femme mariée n'a que 12 ans. Madame le proviseur, vous regardez au travers de votre écran ces jeunes mariés qui n'ont que 12 ans. Ça ne se passe pas seulement en Afrique, hein? Et si Ça même se c'est passe l'Afrique, aussi aux États-Unis, chez les Mormons. chez les Mormons. Mais là, on parle de mariage précoce. Vous voyez, je suis étouffée de voir une enfant de 12 ans. Une enfant de 12 ans mariée. Quelle est ce mère? Dans quelle loi qui marie une enfant de 12 ans? Alors on parle de loi parce que... Normalement, ce genre d'hommes, on les appelle pédophiles. Ce sont des pédophiles. On légalise la pédophilie en laissant faire ce genre de choses. En Éthiopie, par exemple, les femmes médecins avaient découvert là-bas que les jeunes filles avaient une maladie bizarre quand elles passaient, les mouches suivaient, des odeurs et tout ça. Parce que les petites filles sont envoyées en mariage très tôt. Leurs organes ne sont pas encore totalement formés. Et vous voyez le mari baraqué et tout ça. Et on vous dit, comme ce que nous venons de voir. Voilà. Comment est-ce qu'ils font? Mais en fait, cet homme est un pédophile. Elle est même triste, cette image où on voit la jeune enfant. Elle est toute triste. Elle a l'impression que ce n'est pas elle qui se marie, pourtant le jour d'un mariage. C'est une joie. Et cet homme va aller agir sur elle comme un pédophile et il ne sera pas arrêté parce qu'il s'est marié légalement. Et quand je sais que si une femme, par exemple, une femme de 40 ans, épouse seulement un homme de son âge, toute la société se met à crier. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors que la femme, physiquement, elle est potable jusqu'à même à 70 ans et tout. Et c'est l'homme qui se fatigue à partir de 50 ans. Il n'est plus là, hein? Vraiment. Voilà. Donc vraiment, tout ça, c'est légaliser la pédophilie. Et le monde légalise la pédophilie avec ces mariages précoces. Et quel est le rôle, je vais vous poser cette question, quel est le rôle de l'ONU, femme, face à ce genre de situation? Justement, ils critiquent, ils font des rapports, ils interdisent, comme c'est le cas en Éthiopie. Ils ne peuvent pas passer outre les gouvernements. Non, voilà. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de négocier. Et pour le cas de l'Éthiopie, le gouvernement avait accepté que l'ONU envoie des médecins là-bas pour soigner ces filles qui avaient leurs organes déchirés et tout. Donc, vraiment, c'est très malheureux. Alors, je rappelle comme ça aux téléspectateurs d'Afrique Média que la commission de la condition de la femme se tiendra le 21 mars 2014. C'est-à-dire qu'après ce que les femmes du monde auront fait, en ce jour, auront fait le bilan, parce que je parle de bilan, après avoir dressé le bilan, en ce jour de 8 mars 2014, le 21 mars se tiendra à l'ONU Femmes la commission par rapport à tout ce que nous avons fait et parce que nous voulons atteindre l'objectif
du millénaire de développement que nous pensons que ces éléments devront être pris en cause par l'ONU. Alors, nous allons demander ainsi, avant qu'il arrive, parce que là, on parle de ces femmes, elle a 12 ans. On dit quelque part que la plus vieille femme du monde a 10 ans, mais on se rend compte qu'à 12 ans, on ne peut pas bien courir. On ne peut même pas procréer. On ne peut pas tenir... Si on a déjà ces règles, on peut tomber enceinte. Oui. Mais accoucher, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, je viens de perdre une élève de 5e Oui. qui n'a pas pu accoucher normalement. On lui a pratiqué une césarienne. Elle en est morte. Elle avait 15 ans. Son enfant avait 4 kilos. Voilà. Et là, nous parlerons de... Nous allons chuter directement dans la mortalité infantile. Et la mortalité maternelle, parce que là, elle est décédée, la maman. Elle est décédée, ça c'est de la mortalité maternelle. Et l'OMD lutte contre la mortalité maternelle. Alors, nous allons demander toujours à la régie avec qui nous sommes en synergie. Je dis, c'est l'occasion de dire merci à toute la réalisation qui se met de pied, d'arrache-pied, pardon, pour nous donner ces très belles images, pour faire passer cet élément en direct sur Afrique Média, la chaîne panafricaine. Merci à tous ces caméramens qui sont, on a plus de 4 caméras qui sont braquées sur nous. Nous leur disons une fois de plus, merci. Merci à la diffusion, merci à vous tous qui abattez ce magnifique travail. Merci une fois de plus à la régie. Alors que la régie nous envoie cet élément, s'il vous plaît. Donc lui, il n'a même pas tété. Même un seul bout de lait de sa maman, il n'a pas pris. La maman, après l'accouchement, elle a eu une hémorragie secondaire, donc on vient juste de la perdre. Hémorragie secondaire. Parfois, on peut avoir même 3 dans la semaine. Au Niger, un décès comme celui-ci n'est malheureusement pas un cas isolé. Dans ce pays, le risque pour une femme de décéder suite à des complications durant sa grossesse ou son accouchement est l'un des plus élevés au monde. Sur 100 000 naissances, plus de 650 femmes meurent contre 10 femmes en France. Pourtant, les risques liés à la maternité sont sensiblement les mêmes partout dans le monde. La différence qu'il y a entre le monde développé et le monde en développement, c'est que au moment où apparaît l'urgence, la femme, la décision est prise, l'accès est assuré, les transports est là, le diagnostic est posé et la prise en charge est prise pour sauver la femme à temps. Tous ces délais sont encore présents ici et dans d'autres pays de la sous-région qui font qu'elle meurt parce qu'on n'a pas pris la décision, on n'a pas transporté à temps, on n'a pas posé les diagnostics ou on n'a pas pris en charge, fait la référence à temps. La couverture sanitaire du pays est insuffisante, mais malgré tout, à Niamey, la capitale, même si 4 maternités se partagent une seule et unique ambulance, la prise en charge en urgence des femmes enceintes est possible. Leïla a eu de la chance. La maternité dans laquelle elle s'est rendue pour accoucher a immédiatement signalé son état complexe et a pris la décision de l'évacuer. Une chance supplémentaire, l'ambulance est disponible. Leïla est dirigée vers une maternité plus performante. La femme là peut avoir une souffrance fétale, donc on est obligé de la référer pour que la femme là doit avoir son enfant en vie et elle aussi en bonne santé. La maternité Isaka Gazobi est l'établissement de référence dans le pays. On y pratique les urgences obstétricales et l'essentiel des accouchements par césarienne. Il y a eu effectivement une rupture prématurée des membranes depuis hier, c'est-à-dire depuis plus de 24 heures déjà, et le liquide amniotique est déjà teinté. Donc notre diagnostic maintenant, on va prendre cette femme en césarienne pour rupture prématurée des membranes, donc de plus de 24 heures. Ce personnel qualifié contribue à faire baisser quelque peu le taux de mortalité maternelle au Niger, même si parfois ils se sentent démunis. Malgré la rapidité de la prise en charge par notre collègue le Dr Zahra, le problème se pose maintenant parce que les 2 blocs sont occupés. Ces 2 blocs, vraiment, c'est insuffisant pour une maternité de référence. Parce que ces 2 blocs servent non seulement pour le programme opératoire, mais aussi servent aussi pour les urgences. Ça fait mal quand on sait qu'on peut sauver, mais vraiment, on n'arrive pas parce que bon, les moyens sont limités, surtout question de blocs. Finalement, le bloc opératoire sera libéré au bout de 30 minutes.
Leila donnera naissance à un petit garçon de 2 kg de sang. Une histoire qui se termine bien, mais dès que l'on quitte la capitale, le constat est tout autre. Pour l'UNICEF, la survie de la mère est essentielle pour la survie de l'enfant. Et au-delà de l'urgence, c'est bien pendant la grossesse qu'il faut prendre une femme en charge, et cela partout dans le pays. Cette consultation prénatale, elle permet non seulement de détecter des signes de danger, mais de donner une certaine prévention systématique chez toutes les femmes, de sorte à éviter certaines causes qui puissent arriver. Par exemple, la prévention contre le palu avec la distribution de moustiquaires imprégnés, la prévention contre l'anémie avec traitement par les comprimés de fer, la vaccination tétanos, l'accès à la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Au-delà du soutien médical, l'UNICEF renforce l'éducation des filles, la promotion des droits des femmes, des stratégies essentielles pour assurer la meilleure santé maternelle et néonatale. Merci à la régie pour cet élément, hein, c'était assez édifiant. Nous avons sur ce plateau Madame Erongo Claire qui nous a rejoint. Hein. Bonsoir Madame Erongo. Bonsoir Madame. Et bienvenue. Merci. On vous a tiré de votre occupation. Oui, nous avions une table ronde avec des infirmières. Donc on n'a pas terminé. On est obligé de les abandonner pour vous rejoindre. Merci d'avoir honoré Afrique Média de votre présence, hein, oui. Et Femmes d'Afrique surtout, parce que vous êtes cette femme d'Afrique. Alors, nous venons de suivre un élément qui parle de la mortalité maternelle. Alors, vous, en tant que femme accoucheuse, hein, quels sont les risques de la mortalité maternelle? Nous ne pouvons pas parler des risques de la mortalité maternelle sans parler d'abord des causes. Oui. Parce que nous perdons beaucoup de femmes des suites des accouchements difficiles. Or, les premières causes sont les hémorragies. Beaucoup de nos mamans décèdent suite aux hémorragies. Les hémorragies qui surviennent surtout pendant l'accouchement et après l'accouchement. Bon, nous avons aussi certaines hémorragies qui surviennent pendant la grossesse, surtout au 3e trimestre de la grossesse, que nous appelons le placenta prévia, qui sont assez dangereuses. Donc, nous avons toujours dans les causes de cette mortalité maternelle, nous avons, en plus des hémorragies, nous avons des infections que nous avons tendance à négliger alors qu'elles sont une grande cause. Nous avons les éclampsies, vous voyez, des mamans qui décèdent en convulsant pendant l'accouchement. Et ces éclampsies, c'est une affection qui surgit uniquement quand la femme est enceinte. Donc c'est une pathologie de la femme enceinte. Donc si vous n'êtes pas enceinte, vous ne pouvez pas faire l'éclampsie. Et d'où il faut une bonne surveillance parce que ces éclampsies arrivent quand la maman a une hypertension artérielle, elle a les œdèmes, je prends un exemple, ou bien elle a de l'albuminérie, c'est-à-dire de l'albumine dans les urines. Et c'est en ce temps-là que ça peut survenir. Donc là, ce sont les grandes causes. Donc les hémorragies suite aux accouchements, les infections, les complications des avortements. C'est très important. Donc ça, c'est les grandes causes. Bon, nous avons aussi d'autres causes comme le paludisme. Oui. Nous perdons beaucoup de femmes par ignorance. Parfois, ils ne savent même pas que c'est le paludisme. Il y a l'anémie que nous voyons tous les jours. Et ça, c'est les plus grandes causes. Et nous pouvons aussi parler de certaines petites causes sous-jacentes. Ce sont les facteurs favorisants. Il y a la pauvreté, par exemple. Il y a l'ignorance. Il y a les tabous, qui sont aussi les causes qui arrivent aussi et qui peuvent favoriser la mortalité maternelle. Là, c'est les grandes causes. Alors, d'après l'ONU Femmes, hein, les hôpitaux devraient être grandement ouverts aux femmes. Quels sont les conseils que vous donnerez à ces femmes enceintes pour ne pas se retrouver dans un cas de mortalité? Oui, merci. Vraiment, votre question est très pertinente et elle mérite, c'est-à-dire sa place y est, parce que nous avons cet handicap à cause premièrement de l'ignorance, parce que beaucoup de femmes ne savent pas
pourquoi elles ont les complications, d'où beaucoup de barrières. Les barrières, la première barrière, c'est la prise de la décision. Quand la femme est enceinte, elle se décide, est-ce qu'il faut aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire, le temps d'attendre le mari, le temps, les tabous et tout. Donc, elle perd le temps. Donc, c'est une première barrière. La deuxième barrière... Vous parliez de pauvreté aussi, hein, ça peut être une cause. Oui, la pauvreté, oui. La pauvreté aussi, c'est une cause. Parce que les hôpitaux, l'ONG Femmes nous parle de la gratuité des hôpitaux, mais les hôpitaux, apparemment... Je vais arriver. Je vous ai dit, la première cause, c'est la prise de décision. Oui. Parfois, c'est même cette pauvreté. Oui. Parfois, c'est le mari qu'il faut attendre. Donc, ça, c'est la première barrière. Oui. La deuxième barrière, c'est l'accessibilité à l'hôpital. Oui. Peut-être on est dans un coin reculé. On n'a pas de voiture. Et même... il n'y a pas de taxi qui arrive, parce que moi je connais beaucoup de quartiers ici à Douala où la voiture, l'accès est difficile. Donc il faut peut-être aller appeler le voisin, ou bien il faut la moto pour pouvoir atteindre l'hôpital. Là, ça fait une barrière. La troisième barrière, c'est au niveau de l'hôpital. Vraiment, moi je suis sage-femme, je sais qui se passe dans les hôpitaux. Et c'est même là où je voudrais intervenir, attirer l'attention de l'administration et même de tout le monde. Parce que quand on arrive à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle des urgences. Mais que sont devenus les hôpitaux publics? Oui. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour mettre un paquet minimum pour les urgences? Parce que quand une femme arrive à l'hôpital, il faut d'abord aller payer le cahier, il faut passer par l'enregistrement, il faut attendre le médecin. Et tout ça, ça retarde la prise en charge. Et pire encore, si elle n'est pas malade... Bon, je suis sur un podium, mais je vous dis, si elle n'a pas d'argent, c'est un autre problème. Oui. Il faut dire la vérité de ce qui se passe en Afrique. Madame le proviseur demande de crier, hein, de dire ce qui se passe en Afrique, parce que ce que vous dites, c'est ce qui se passe presque partout en Afrique, où on a des hôpitaux qui sont à 50 km et l'accès est très compliqué. Et une fois dans ces hôpitaux, l'accès même aux soins sont compliqués. Alors, dites-le, hein, Madame le proviseur, dites-le. Madame la sage-femme. Oui, non, là c'est Madame le proviseur. Alors, elle voudrait que vous puissiez le dire, Madame la sage-femme. Oui, effectivement, je suis en train de dire ce qui se passe dans les hôpitaux, mais nous attirons l'attention des uns et des autres, surtout pour la prise en charge, parce que la sécurité sociale, moi je pense, et puis je pense que le président est en train de prendre des dispositions, parce qu'à travers le ministre de la Santé, ils sont en train de prendre des dispositions pour que la maternité, les accouchements soient à moindre coût dans tous les hôpitaux. Donc vous suivez tous ces derniers temps, on parle même de... Mais ce n'est pas encore appliqué et nous souhaitons que ce soit vraiment appliqué parce que c'est l'une des grandes causes de la mortalité maternelle dans les hôpitaux, la pauvreté, le manque de moyens. Parce que quand vous arrivez, on ne peut pas rapidement vous prendre en charge parce qu'il faut ceci, il faut cela. Ce n'est pas souvent facile. Alors réagissez, vous qui êtes au Gabon, au Congo, en Tanzanie, au Burundi, au Burkina Faso, au Sénégal. Réagissez à ce numéro de téléphone qui s'est affiché au bas de votre écran. Dites-nous, apportez votre contribution. Et je vais me retourner comme ça avec Madame Can-Germaine qui est proviseure. Hein. Madame, vous êtes femme. Vous êtes mère. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Madame Eloko Germaine? Ce que je voudrais dire, c'est que les femmes accouchent en Afrique, elles accouchent en Europe aussi. Oui. Mais les statistiques montrent qu'il y a 500 000 femmes qui meurent en couche par an dans le monde. Et parmi ces 500 000 femmes, pendant que 50 femmes meurent au sud, c'est-à-dire les pays du tiers-monde, dont l'Afrique, il y a une femme au nord qui meurt. Ok, ne quittez pas. Oui, Madame Caro depuis le Cameroun, bonsoir. Fidèle auditrice d'Afrique Média, femme d'Afrique, bonsoir. Bonsoir à toutes les femmes sur ce plateau. Merci. Je pense qu'il y a parfois certaines complications quand les femmes sont enceintes parce qu'elles sont très négligentes quand elles sont enceintes. Elles mangent ce qu'il ne faut pas. Vous voyez, une femme, elle mange n'importe quoi. Comment est-ce que quand elle sera à terme, elle n'aura pas les problèmes pour pouvoir accoucher? Et parfois, elles sont négligentes. Les prescriptions de parfois l'échographie, elles ne font pas l'échographie. Elles ne suivent pas à la norme ce que la sage-femme dit. Elle ne prend pas peut-être ses médicaments comme ça se doit.
et puis son alimentation n'est pas contrôlée. Moi, je pense que certaines choses comme ça peuvent être la cause des complications lors de l'accouchement. C'est ma part de contribution que je voulais apporter. Merci. Alors, fidèle auditrice Femmes d'Afrique, Madame Caro, revenez quand vous voulez apporter votre contribution. Alors, vous disiez tantôt, Madame K? Je voudrais ajouter que les hôpitaux en Afrique noire sont des mouroirs, peut-être sauf au Sénégal. Je suis allée à Bangui dans les années entre 96 et 2000. Il y avait encore David Dako qui était président, je pense. Je suis allée à l'hôpital, mais ça fait pitié de voir ça. On ne dirait pas un hôpital. Il n'y avait pas de draps de lit, il y avait la saleté partout et tout, mais vraiment c'était quelque chose. Mais au Sénégal quand même, ils font des efforts, hein. Donc, je voulais dire que les femmes accouchent en Afrique et accouchent en Europe. Pourquoi en Afrique on ignore la péridurale qui permet à la femme de souffrir moins? Parce que lorsque vous allez accoucher, on vous demande de marcher d'abord. Vous marchez, vous vous fatiguez de marcher. Qu'est-ce que c'est que ça que marcher d'abord? Au lieu qu'on vous prenne en charge, on vous dit de marcher. Tout ça. Donc vraiment, en ce qui concerne les urgences, alors je crois que ça n'existe même pas. Moi, quand j'accouchais mon premier enfant, c'est une fille, j'étais préclampsique, moi-même. Les pieds étaient très gros, on m'a hospitalisé, mais on m'a hospitalisé à 1 mois de l'accouchement. On a pris soin de moi et tout ça. Mais à ce moment-là encore, il y avait beaucoup de colonisateurs qui étaient dans les hôpitaux et tout et tout. Mais quand ils sont tous partis, mais il faut voir maintenant. Alors, Madame Caro, tout à l'heure, parlait de la nutrition. Ça, c'est Madame Eongo qui va répondre à votre question. Madame Caro parlait de la nutrition. Mais nous savons que nos parents, nos grands-pères mangeaient tout et tout. Et je ne sais pas, est-ce que c'est un handicap ou ça ne l'est pas? Oui, la nutrition intervient dans le cadre où la femme, si la femme n'est pas bien nourrie, elle ne reçoit pas du fer. Or, il faut du fer pour une bonne croissance de son enfant. Et si elle est anémie, nous avons cité tout à l'heure l'anémie parmi les causes de la mortalité. Oui. Bon, donc je lui dirais, voudrais essayer de répondre en lui disant que nous avons des mesures pour pouvoir réduire cette mortalité dont on vient de parler. Donc nous sommes en train d'entreprendre certaines recherches et prendre certaines dispositions par rapport à ça. Pourquoi? Avant de vous donner ces dispositions, je voudrais déjà lui dire que l'OMS estime à 600 000 le nombre de décès liés aux complications de l'accouchement et de la grossesse, soit de la grossesse par an, soit un décès par minute, comme venait de le dire Madame le Proviseur, c'est-à-dire il y a une femme qui meurt toutes les minutes de suite d'un accouchement difficile ou de suite d'une complication liée à la grossesse. Mais sur ces 600 000 dénombrés par l'OMS, nous avons 95% de ces décès qui surviennent en Asie et en Afrique. Donc vous voyez comment le chiffre est élevé. Donc nous avons 95% qui surviennent en Afrique et en Asie, alors qu'il n'y a que 4% en Amérique latine et 1% dans les régions les plus développées. Alors que nous parlons de pouvoir atteindre les objectifs du millénaire du développement d'ici 2015. Et vous, en tant que femme africaine, comment est-ce que vous pensez atteindre ces objectifs? Oui, pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous avons pensé à mettre sur pied 4 piliers. Le premier pilier, c'est la planification familiale. Et pour arriver à la planification familiale, il faut une bonne sensibilisation parce qu'il y a les femmes qui sont ignorantes. Donc, on doit faire les sensibilisations à tous les niveaux pour amener les mamans à la planification familiale. Parce que la planification familiale, ce n'est pas seulement le fait de réduire les grossesses ou bien d'espacer les grossesses. Non. À la planification familiale, nous allons apprendre aux femmes comment
éviter les IST, comment s'occuper d'une famille. Donc ce n'est pas seulement... Et de deux, ça c'est premier pilier. Deuxième pilier, les consultations prénatales recentrées. Donc nous allons interpeller toutes les mamans, toutes les femmes enceintes à se faire consulter. Et là, nous allons leur parler des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. L'autre pilier, ce sont les accouchements faits par le personnel qualifié. Parce que les personnels qualifiés, au moins, ils sont recyclés et ils savent prendre en charge les complications liées à l'accouchement. Et actuellement, nous sommes en train de mettre en place les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Mais voilà, parce que quand nous parlons de mortalité maternelle, il y a mortalité infantile. Parce que qui parle de la mort du maman peut parler de la mort du bébé. Alors les taux de mortalité, je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour pallier aux mortalités infantiles. Parce que tous les jours, on a des femmes qui accouchent mais qui perdent leur bébé. Oui. Les bébés qui meurent, il y a d'abord un problème d'oxygénation. Parce qu'il y a les bébés qui meurent parce que d'un, il leur manque d'oxygène. Et de deux, ils font les accouchements. Oui, ils font des accouchements quand il ne faut pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si peut-être une femme devait subir la césarienne, par ignorance, elle va d'hôpital à hôpital pour fuir la césarienne, alors que c'est la meilleure méthode. Comme la dame disait tout à l'heure, la péridurale, c'est aussi une bonne méthode pour pouvoir aider les dames. Mais il y a l'ignorance qui joue beaucoup, parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre qu'elles peuvent faire l'accouchement et le bébé peut avoir des problèmes. Il y a les infections, surtout les infections. Les infections sont l'une des grandes causes de la mortalité néonatale. Donc, et un bon suivi et une bonne prise en charge pendant l'accouchement vont nous éviter ces complications, cette mortalité néonatale. Alors vous me voyez déçue, Madame la sage-femme, vous êtes arrivée quand nous tirons à la fin de cette émission. On aurait bien voulu vous avoir plus largement, mais tout en espérant, Madame le proviseur, que nous reviendrons très très bientôt, pourquoi pas la semaine prochaine, parce que le sujet est assez grand. En ce jour, on ne peut pas parler de tous les 8 points d'objectifs des objectifs du millénaire qu'il faudrait atteindre. Nous pensons que Femmes d'Afrique, a décidé, veut bien que nous puissions faire quelque chose qu'en 2015, les femmes puissent dire, comme disait Madame le proviseur, puissent être autonomes. Voilà. Alors nous disons comme ça, merci à tous celles-là qui ont eu la patience, merci à tous ces téléspectateurs qui sont restés devant leur petit écran, qui ont eu merci d'avoir appelé, merci vraiment. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain quand il sera 16h en Centrafrique et 15h en Côte d'Ivoire. Nous vous donnons rendez-vous, nous vous disons merci à tous ces techniciens et merci. Nous revenons sur ce sujet la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons discuter largement, une fois de plus, et à samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Merci, Madame.